Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur une musculation pour une nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, je suis encore dans ma voiture, il est encore 5 h du matin. Ça veut donc dire que je pars en reportage. Aujourd'hui, donc je pars de Bordeaux pour aller dans l'Oise, un petit peu au nord de Paris, pour aller visiter une usine de compléments alimentaires qui fabrique notamment la protéine Bodybuilding Nation et Secret. Alors, pour la protéine Bodybuilding Nation, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis pratiquement la création de la marque. Ça n'avait pas pu se faire avant pour des raisons de sécurité, d'hygiène et aussi de confidentialité, notamment par rapport à la concurrence. Alors il y a quelques mois, il y a une autre marque qui a fait des visites d'usine. Je devais normalement participer à cette visite-là pour des raisons stupides clairement, et qui étaient extérieures aussi bien à moi qu'à cette marque-là. Ça n'avait pas pu se faire, mais c'est pas grave. Du coup, je me rattrape aujourd'hui. Donc je vais essayer moi d'apprendre des choses et surtout de vous en apprendre et de vous en montrer pour vous permettre encore une fois de mieux comprendre ce business des compléments alimentaires. Allez, on y va. Et voilà, maintenant il est un petit peu plus de 9 h du matin, on a de la chance, il fait super beau. Alors, je suis arrivé sur le site de l'usine. Avant de rentrer dans l'usine et puis de commencer à filmer comment ça se passe à l'intérieur, il y a quelques petites choses que je voudrais vous expliquer parce que je vois pas mal d'erreurs, d'amalgames sur la façon dont fonctionne ce type d'usine et aussi sur la façon dont sont produites les matières premières. Alors, tout d'abord, il faut voir que les usines telles que celles qu'on va visiter là, elles ne reçoivent pas de lait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres usines en amont qui, elles, fabriquent la matière première, donc soit à partir du lait, soit à partir, on le sait, des résidus de l'industrie fromagère. Ces usines-là reçoivent donc du lait ou les résidus et en extrait les protéines. Ensuite, une usine, comme on va voir ici, ça s'appelle un façonnier et c'est donc une usine qui prend des protéines en entrée qui peuvent être de différentes qualités, qui ensuite ajoute les autres ingrédients, les arômes, les trucs qui peuvent aider à mélanger, parfois des vitamines, parfois de la créatine, etc. Donc ça fait le mix, ça ajoute tous les autres ingrédients en fonction bien sûr de la formule donnée, qu'on va avoir assortie. Et donc à la fin, on a une protéine. Alors, il existe différents types d'usines de ce type-là. Il y en a, comme ici, qui fabriquent pour différentes marques. Par exemple, là, ils fabriquent pour la marque Bodybuilding Nation, que vous connaissez bien puisqu'on a participé à la créer. Ils fabriquent aussi pour la marque Secret Fitness de Fitness Boutique et certainement pour d'autres marques, mais là par contre, j'ai pas les infos. Et après, il y a ce type d'usine-là qui font aussi le mix entre différentes matières premières et qui sont par contre intégrées, donc qui appartiennent à une marque précise. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Après, au niveau des matières premières, il y a quelques fabricants de matières premières dans le monde et en Europe. Par exemple, en Europe, un des plus connus, c'est Lactalis. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les matières premières fournies par ce fabricant-là sont de la même qualité. Parce que la matière première, sa qualité va varier en fonction des demandes de l'acheteur, comme dans cette usine-là. Dans cette usine-là, ils fabriquent des protéines en poudre, ils peuvent aussi bien faire de la protéine en poudre. Une whey qui est en sortie sera dosée à 80% de protéines, qu'une whey qui est en sortie sera dosée à 50%. C'est pas le problème, parce qu'ils font la protéine en fonction de la formule qui est demandée à la fin par la marque. Donc typiquement ici, Bodybuilding Nation ou Secret Fitness. Donc il faut faire attention, une même usine peut sortir différentes qualités de produits, et une même usine de matières premières peut sortir aussi différentes qualités de matières premières. C'est pas parce qu'il y a une usine qui va sortir une excellente qualité pour une marque qu'elle va sortir la même qualité pour toutes les marques. Par exemple, vous prenez du cassoulet, une même usine qui fabrique du cassoulet peut très bien fabriquer du cassoulet pour William Saurin et du cassoulet pour Leader Price. Quand vous allez chez Renault, vous pouvez très bien acheter une Renault Espace toute option ultra top qualité à 80 000 € et une Dacia à 8 000 €. Donc vous voyez, il faut faire attention, il faut vraiment pas confondre l'usine qui fabrique, la matière première à l'entrée, voilà. Tout ça, ça peut vraiment donner en sortie des qualités différentes et en entrée aussi, les matières premières peuvent être de qualité différente. Allez, c'est fini pour cette intro. Ok, donc maintenant je suis dans l'usine avec Aurélie qui est responsable R&D. Merci de nous accueillir déjà. Bienvenue. Donc on va discuter un petit peu tous les deux et puis après on va aller filmer le process de fabrication. Parfait. Ça marche. Alors déjà, moi en introduction, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure le concept de façonnier, mais je pense que vous pourrez peut-être expliquer mieux que moi. Ok, alors c'est très simple. On a cet avantage d'avoir des matières premières qui nous permettent de développer des formules spécifiques pour chaque client. D'accord, donc vous n'avez pas une formule toute prête que vous donnez à tout le monde? Non. Ça serait beaucoup trop compliqué. On part du principe qu'un produit diététique pour sportifs appartient à une marque, appartient aussi à une volonté d'entreprise, une philosophie. Donc, chaque client
a sa propre formulation. D'accord. Donc, chaque demande client débouche sur un travail au laboratoire de formulation. D'accord. Alors, tant qu'on est sur les matières premières, comment vous, de votre côté, vous choisissez les fournisseurs de matières premières? Alors, en fin de compte, on sélectionne, la sélection des fournisseurs est très bien rodée chez nous, tout simplement parce que on va déjà tester les matières premières qu'ils nous proposent. Cette sélection se fait déjà par une étude au laboratoire où on va décortiquer la fiche technique de la matière première. Donc pour voir, en fait, vous allez tester du coup si ce que le fournisseur vous a envoyé et ce qu'il vous dit qu'il a envoyé, c'est bien ce que vous avez reçu en gros? Alors oui, mais pas que. Déjà, tout simplement parce que si c'est une matière première qu'on a déjà, par exemple un type de protéine, on a déjà, on va dire, nos matières de référence et on va comparer sa fiche technique par rapport aux fiches techniques de notre matière de référence. C'est mieux, moins bien. Voilà, exactement. Parce que quand on parle de protéines, ce qui est important, c'est la teneur en protéines, en minéraux, et puis son aminogramme. C'est vraiment ce qui caractérise la protéine et c'est ce qui nous intéresse. Toujours sur les matières premières, vous avez parlé de vos fournisseurs, il y en a en gros combien et vous sourcez où du coup? Alors, enfin, en tout cas pour la prod, parce qu'on va pas parler de tous les ingrédients, mais... Oui, alors c'est simple, on a la chance en France, en Europe, d'avoir un pays où la matière première est quand même abondante, intéressante et de qualité. On source essentiellement en France et en Europe. Donc si on parle de la protéine, c'est important, on connaît très bien nos fournisseurs, donc comme on l'a parlé, enfin on en a évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, on les a référencés. Et on est vraiment sur des protéines, des produits de qualité. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, on avait, hors caméra, on avait un petit peu discuté. C'était une dizaine, c'est ça en fait, Oui, Europe, à peu près. D'accord, donc voilà, juste pour avoir un ordre de grandeur. Et est-ce que ça serait possible pour vous, et comment, d'avoir de la matière première moins chère? Et donc à la fin de sortir forcément de la prod moins chère, quoi. Alors, on peut toujours avoir de la matière première moins chère. Après, tout simplement, il y a toujours une explication à ce bas coût. Souvent, l'explication vient de la qualité intrinsèque de la matière. Si on part toujours sur l'exemple de la protéine, ce qui nous intéresse dans la protéine, sa teneur en protéines, et ensuite son profil d'acide aminé. C'est primordial, donc on veille à ce que les matières premières soient d'une qualité irréprochable, tout simplement pour éviter à avoir à ajouter des acides aminés pour modifier et faire que son profil en acides aminés, donc son aminogramme, soit parfait. Donc nous, franchement, ici, on utilise une matière première de qualité pour éviter d'utiliser une matière qui certainement pourrait être moins chère, mais qu'on serait obligé de maquiller, c'est-à-dire d'ajouter, même dans les formulations, quelques acides aminés, quelques vitamines ou minéraux dont on n'a pas besoin. En fin de compte, on souhaite proposer aux clients la formule la meilleure, avec le moins d'ajouts, on va dire, superficiels. Après, pour mettre un nom sur ce que vous m'expliquez, alors je ne sais pas si c'est un terme qui est très connu en France, je pense que oui, mais c'est vrai que nous on en parle pas mal sur les forums, les vidéos, etc. La technique du spiking, ou speaking, qui est, c'est exactement ce que vous voulez dire. Donc non, pas chez nous. D'accord, ok. Non. Il n'y a pas d'intérêt et on préfère. Il n'y a pas d'intérêt. Si, il y a un financier, il y a un intérêt. Bien sûr, mais je veux dire, en termes oui, pour le produit, il n'y a pas d'intérêt, on est d'accord. Non, voilà, mais en termes de qualité, c'est vraiment, je ne vais pas dire notre cheval de bataille parce que c'est intrinsèque à notre façon de travailler. C'est des matières premières de qualité, justement, pour éviter d'avoir forcément potentiellement par rapport à vos concurrents, je sais pas, français ou européens, forcément vous n'êtes pas les seuls façonniers à proposer des produits. Potentiellement des fois vous pouvez perdre des marchés à cause de ça, j'imagine, non? Certainement, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. J'ai une autre méthode que je connais, que j'ai en tête, qui permet aussi de baisser les coûts sur les matières premières, c'est en fait d'acheter, alors vous allez me dire peut-être que je me trompe, d'acheter de la matière première quand la DLUO approche.
D'autant plus que si j'ai bien compris, donc en gros quand elle est bientôt périmée. Oui, alors. D'autant plus que si j'ai bien compris, ce qui me paraît assez aberrant, alors j'espère que j'ai mal compris, vous allez me dire, on peut acheter donc, de la matière première, donc de la poudre de whey qui est bientôt périmée, on la récupère en usine, on ajoute un arôme et hop, ça repart sur une nouvelle date toute neuve, c'est ça? Oui, Ça, c'est c'est un des truc pratiques. hallucinant quoi. Ben, Enfin, déjà d'acheter un hallucinant. truc à moitié périmé, enfin, c'est pas encore périmé Non, bien ce sûr, n'est pas mais périmé. qu'on puisse par contre réinitialiser la date, Oui. ça c'est un truc, ça me Ouais. fait halluciner Ouais. quoi. Donc ici, étant donné que on développe à façon, Oui. chaque client nous passe commande et on ne lance la production que à la réception Donc de vous la achetez la commande. matière première du coup que quand vous avez Donc ce besoin qui de nous fabriquer. permet, voilà, exactement, Ça on coûte est, plus cher. voilà, mais d'approvisionner. Donc déjà, on En essaie flux d'être direct, en flux quoi, tendu voilà. et d'approvisionner, ce qui nous permet de travailler avec une matière première, on va dire la plus fraîche possible. D'accord, ok. Bon bah allez, on va aller voir l'usine. Voilà, je suis sûr que vous êtes tous jaloux de ma tenue, vous voyez, hein, avant de rentrer vraiment dans l'usine de production, dans le site de production. La Charlotte pour les cheveux, le protège-barbe, je ne savais même pas que ça existait, une tenue, on dirait que je vais faire une opération chirurgicale, et bien sûr, des super surchaussures. Allez, c'est parti, je suis prêt maintenant. Alors là, derrière moi, vous pouvez voir, il y a le mélangeur. En ce moment, il n'est pas en train de tourner, puisque comme les produits sont fabriqués à la demande, on n'a que des produits frais, entre guillemets, hein, forcément c'est des poudres, mais ça reste des produits frais. Les produits ne sont pas fabriqués avant, donc là, quand on a fabriqué le nombre de boîtes qu'on voulait, le mélangeur il est arrêté, nettoyé, et il attend la prochaine commande. En gros, un mélangeur, c'est quoi? Vous pouvez le voir là sur la vidéo, c'est comme une espèce de gros robot de pâtisserie, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a toutes les poudres qui se mettent à l'intérieur, ça va tourner pendant 20-25 minutes, et à la fin, ça permet d'homogénéiser les produits, sachant qu'un mélangeur, comme ici, on peut mettre entre 900 kg et 1,7 tonne de produits. Donc ça, ça permet quand même de faire quelques sachets de prod, quoi. Ok, donc vous voyez, là, on a forcément les pots qui arrivent vides. On a ici la machine qui va les remplir forcément en fonction du dosage qu'on veut. Elle va aussi, il y a aussi un détecteur de métaux à l'intérieur de la machine, donc pour vérifier s'il n'y a pas de corps étranger et surtout pas de corps métallique qui ait pu se retrouver par erreur dans la poudre qui arrive. Il y a en plus un tamis, encore une fois, dans la machine pour vérifier s'il n'y a pas encore des grumeaux ou d'autres corps étrangers. Et après, bien sûr, la machine, elle dose pile ce qu'il faut, mais il y a quand même une autre vérification derrière puisque des pots sont repesés pour vérifier si effectivement il y a la bonne quantité à l'intérieur. Et donc, une fois que les pots ont été pesés, on met le couvercle avec à l'intérieur un opercule, vous avez tous vu, hein, avec un petit peu de métal dessus. Ça permet, une fois qu'on le ferme, de passer ici une machine qui génère une induction. Comme vos plaques à induction pour faire la cuisine, ça va chauffer tout ça et ça va sceller hermétiquement le pot pour avoir une inviolabilité du produit. Déjà pour être sûr quand vous l'achetez qu'il n'a pas déjà été ouvert et puis aussi, encore une fois, qu'il n'y ait rien eu comme corps étranger qui ait pu aller à l'intérieur. Ce couvercle là, moi je l'ai touché, vous voyez, j'ai pas les gants, donc poubelle. Alors là, je pense que vous le voyez derrière moi, on est au stock, et plus précisément au stock des matières premières, parce qu'il y a plusieurs stocks. Alors comment ça se passe?
les camions amènent les matières premières. Celles-ci sont livrées à chaque fois, bien sûr, avec les certificats d'analyse du fabricant. En plus de ça, l'usine, quand elle réceptionne, va elle réaliser ses propres tests. Quand les produits sont en attente, ou tant que plutôt les produits sont en attente des résultats de ces tests-là, et qu'on ne sait pas encore s'ils sont vraiment conformes à ce qui a été commandé, aussi bien en quantité, en qualité, potentiellement en contamination qu'il peut y avoir, etc. Voilà. Tant que tout ça, ça n'a pas été vérifié, les produits ne sont pas libérés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore utilisables pour la production. Une fois qu'ils sont réceptionnés aussi, des étiquettes sont mises sur chaque sac, donc ce sont des sacs de 15, 20, 25 kg de matières premières, pour permettre une meilleure traçabilité. Une fois donc que les produits sont étiquetés et qu'ils sont libérés, donc on est certain qu'ils sont conformes, là ils peuvent passer en production. Autre point intéressant à noter, c'est que vous voyez, il y a plein d'étagères différentes et les allergènes, les produits en tout cas qui contiennent des allergènes sont séparés, sont stockés sur des étagères distinctes du reste des matières premières pour éviter les contaminations croisées. Donc par exemple, les produits qui contiennent du gluten sont séparés du reste, les produits qui contiennent du lactose aussi, etc. etc. Un petit stock de plus parce qu'il y a une autre matière première, il la faut bien quand même pour tenir votre prot, c'est les pots. Donc forcément, il y a un stock d'emballage. Alors là, on est sur un autre stock qui est en fait un stock de produits finis, c'est-à-dire qu'une fois que tous les ingrédients ont été mélangés donc, à la mélangeuse, que le mix est prêt, qu'il a été filtré, etc., il arrive ici. Là par exemple, si vous voulez, vous avez un carton de 250 kg de hard gainer. Bon, moi je prends pas de gainer, mais même si je voulais me mettre emballer ça fait un petit peu lourd quand même dans le sac à dos et dans l'avion. L'idée aussi, c'est que comme tout à l'heure au stock de matières premières, les produits quand ils arrivent là, pour l'instant, ils ne peuvent pas encore passer en emballage final. Pourquoi ? Parce que chaque lot va être testé, et je l'ai bien dit, on en parle souvent dans les tests de produits, mais là on est vraiment sur chaque lot qui va être testé, donc c'est pas un test tous les 3 ans. Donc le produit il est là, il va attendre quelques heures les résultats de son test, et après il passe dans l'autre salle donc pour l'emballage final. Et donc là, zone de stockage finale. Ici par exemple, j'ai une palette de Whey Bodybuilding Nation Vanille, et là, la même, mais en neutre. Et donc là, ça va rester quelques heures ou max quelques jours avant d'être dispersé après dans les stocks, dans les magasins, pour le stock de la boutique, etc. Alors là, dans l'usine, on tombe sur des produits marqués rétention qualité, des produits complètement finis, vous voyez, emballés, tout prêt, tout terminé, il y a les dates et tout, et marqué labo. Du coup, c'est quoi tout ça? Alors exactement, donc ça c'est ce qu'on appelle notre rétention qualité, puisque nous gardons pour chaque lot de poudre, chaque lot de produits finis, un échantillon de produits conditionnés. D'accord. Tout simplement qu'on garde à l'échantillotech, qu'on garde c'est du le stock temps. d'échantillons en fait. Ouais, c'est du stock d'échantillons qu'on garde l'ADLUO plus la moitié de l'ADLUO. Ce qui nous permet, en cas de réclamation ou de contrôle divers, d'avoir toujours un échantillon du pot qui est parti chez le consommateur. D'accord, donc en fait, les produits sont testés avant d'être mis dans les pots. Oui. Une fois qu'ils sont dans les pots, vous gardez quelques pots. Tout à fait. Pour pouvoir, si besoin, dans le futur, refaire des tests. Exactement. Ok, exactement. Et c'est dans notre procédure qualité. D'accord, ça marche. Tout à l'heure en usine, on vous a montré donc des lots qui sont retenus pour test, y compris d'ailleurs même les matières premières. J'ai pas réussi à bien comprendre qui faisait ces tests-là. Est-ce que c'est vous ou pas? Enfin, pas vous personnellement, hein, bien sûr, mais oui, oui. Je veux dire, est-ce que c'est l'usine qui les fait ou c'est fait en externe? Il y a deux types de tests. Donc les tests qui vont être faits chez nous en interne, qui vont être des tests de densité, d'humidité, d'AW, des tests organoleptiques d'activité de l'eau. Voilà. Non, c'est quoi? Tout simplement, c'est un critère qui nous permet de voir qu'on n'a pas de reprise d'humidité, qu'on a un produit. Okay. Voilà, le produit ne va pas devenir de plus en plus humide en fait. Par exemple. Voilà. Okay. Donc ces tests-là sont faits en interne. Après, pour tous les tests qui concernent les analyses bactériologiques et les analyses physico-chimiques, ces analyses sont faites par des laboratoires externes, des laboratoires accrédités, tout simplement indépendants. Et quelque part, c'est bien parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Oui. Le résultat arrive, il est bon, il n'est pas bon, tout simplement. Oui, d'accord. C'est vrai qu'effectivement, nous, on en parle assez souvent, notamment dans les tests de produits, dans les vidéos sur la qualité. Clairement, c'est toujours mieux quand les tests sont faits. Voilà, exactement. Et il faut savoir, comme on le disait dans l'usine tout à l'heure, c'est que tous les lots de nos produits finis sont analysés
Et ces analyses sont libératoires. Donc tant qu'on n'a pas le résultat d'analyse, tant que l'analyse n'est pas bonne, le lot n'est pas libéré et ne sera pas envoyé chez le client. D'accord. Et donc bien sûr, du coup, si l'analyse est bonne, le produit il est envoyé chez le client. Voilà. Si l'analyse n'est pas bonne, le produit il est détruit. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Alors, tant qu'on est sur ce côté ingrédients, dosage, qualité, si je ne me trompe pas, de nombreuses protéines contiennent du soja, de la lécithine de soja notamment, pour faciliter le mélange. Enfin, pas le mélange dans le pot, mais voilà, la dispersion. Donc le mélange, une fois qu'on le mélange avec son lait ou son eau, quoi. Tout à fait. Là, on est sur du soja OGM ou du soja naturel, on va dire. Non, un soja qui n'est pas du tout OGM. Là aussi, on a tous les certificats qui nous prouvent qu'on est justement sur un soja non OGM. Ce serait moins cher, heureusement. Ce serait moins cher, je pense, non? Enfin, je sais pas, je me rends pas compte. Mais alors, on ne s'est jamais posé la question, puisque voilà, c'est non OGM. Ok, d'accord. Alors, on va rester encore sur le côté qualité. On a déjà parlé, par exemple, des tests indépendants, microbio et comme ça. En termes de normes sur les process de fabrication en usine ici, derrière, on a le certificat FSC 22000. Tout à fait. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi ISO 22000. Après HACCP, je sais que ça y est, parce que je sais que sur notre gamme BBN, ça y est. Et JMP aussi, je suppose. Oui, tout simplement parce que c'est déjà une volonté de l'entreprise d'avoir ces certifications. Oui, qui sont ces pas, certifications. Je vous coupe, c'est pas poli, mais juste peut-être pour préciser, on en parle dans les dossiers qu'on a fait sur le site sur tout ça, mais ces tests-là, comme vous dites, voilà, c'est une volonté de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas une obligation légale. C'est-à-dire que si on veut les certificats, etc., voilà, il faut respecter des normes de qualité, mais légalement, vous n'êtes pas tenu, quoi. Non, mais maintenant, on se dit c'est mieux et c'est indispensable. Oui, et pour nous, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. On a un service qualité de 4 personnes qui fait en sorte, on va dire, que le système de management de la qualité fonctionne. Ça, c'est très très important. Donc tout simplement parce qu'on se doit de garantir une sécurité alimentaire. On a donc mis en place ce système de management de la sécurité alimentaire. Autre chose, et ce qui est très très important aussi pour nous, c'est que nous sommes audités par nos clients qui eux aussi ont des référentiels. Et leurs référentiels sont, pour la majorité des cas, plus exigeants, plus draconiens que les audits comme ça pour exactement. Avoir les certificats. Donc ça nous fait avancer et ça c'est important. Il y a 4 niveaux de tests en fait, c'est-à-dire que vous faites vos propres tests, vos référentiels de qualité, on a des tests labo indépendants, les tests pour avoir les certificats et après vos clients qui vous auditent, quoi. Voilà, et c'est tout, on va dire, ces niveaux d'exigence, de contrôle qui font que on gère la traçabilité, on est capable de satisfaire nos clients, de proposer des produits sains. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait que on contrôle la sécurité alimentaire de nos produits. D'accord, ok. Après, c'est vrai que voilà, c'est un peu anecdotique, mais ça passe par des petites choses. Comme vous avez vu tout à l'heure, la tenue qu'on avait, en usine, et on n'avait par exemple pas la même. Moi, j'avais pas la même. J'étais beaucoup plus voyant en tant que visiteur que quelqu'un interne parce que ça permettait ça permettait à toute l'équipe interne de mieux me surveiller. D'identifier que. Voilà. Et puis, c'est des petites choses bêtes du type, les bijoux, on a dû les enlever pour pas qu'il y ait de risque qu'on les fasse tomber dans une cuve, dans un truc, même si on n'a pas pu s'en approcher. Parce qu'un bijou reste encore étranger. Voilà, c'est ça, ça reste encore étranger. On en a parlé des détecteurs, etc. Mais bon, autant éviter la pollution à l'entrée. Il y a des stylos, vous voyez, j'ai un stylo super marrant. Donc on peut pas utiliser nos stylos habituels, parce que ça, c'est des stylos qui sont détectables au détecteur et qui se cassent pas. Voilà, par exemple là, il va pas perdre un bout de plastique, etc. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font au final la sécurité du truc, quoi. Voilà, tout à fait. On va se retrouver avec un bout de stylo dans votre voyou. Et voilà, retour à Bordeaux, il est un petit peu plus de 20h. J'espère que la vidéo vous a plu, vous avez appris des choses sur la façon dont sont fabriquées les protéines, ou en tout cas certaines protéines comme celles qu'on a pu voir ici. Moi personnellement, il y avait des choses que je savais, il y en a d'autres que je ne savais pas, donc j'espère que vous aussi vous avez pu découvrir un petit peu comment ça marche. Si la vidéo vous a plu, vous le savez, le petit pouce en l'air sur YouTube, il fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Continuez surtout à partager nos vidéos sur vos réseaux parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube. C'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum, chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr.
Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.